permis de revenir donc, en 2 temps sur 2 génies militaires en tant que tels, que sont Septime Sévère et Thoutmôsis III, le pharaon d'Égypte. Donc à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le plus vieux, pas en termes d'âge, mais en termes de chronologie. Thoutmôsis III, né Djehoutmès, le nom original qui a été traduit en Thoutmôsis, est le plus grand guerrier de l'Égypte ancienne. Il n'a pas perdu une seule bataille. Donc c'est un conquérant qui a fait passer l'Égypte de l'état de royaume à celui d'empire. Il est le fils de Thoutmôsis II et d'une concubine, Iset. Il est de la 18e dynastie. Et Hatshepsut, sa grand-mère, sa belle-mère, pardon, et accessoirement sa tante, le tient à l'écart des affaires et exerce le pouvoir, tandis que lui consacre sa jeunesse sous la régence, bien qu'il soit officiellement pharaon, à l'entraînement militaire et sous le règne pacifique de sa belle-mère. Lui n'aura de cesse de s'entraîner, de perfectionner son savoir et son entraînement physique et théorique. Il passe d'ailleurs commandant, et dès la mort de sa belle-mère, il prend les pleins pouvoirs en 1458 avant Jésus-Christ, pardon, et la fin de la régence voit les ennemis de l'Égypte converger. Donc les cités rebelles cananéennes, syriennes, pensent qu'ils peuvent profiter de sa jeunesse, de son inexpérience, pour tenter de revendiquer. Même s'il est pharaon depuis 20 ans officiellement, il va immédiatement donc préparer une armée. Il s'est donc rompu aux arts militaires, comme on avait dit. Il lève une armée de 20 000 hommes directement qu'il envoie pour reprendre le contrôle aux insurgés. Donc c'est un schéma qu'on retrouve toujours aujourd'hui. À l'époque, il pouvait travailler sans que l'ONU intervienne. Il étend son empire avec 17 campagnes militaires, donc toutes victorieuses, comme je le disais, de la Syrie à la Nubie. Et là où il est vraiment intéressant et unique, c'est qu'il a innové dans la stratégie militaire, tactique et sur les moyens employés. Il a inventé et perfectionné le transport de troupes, de matériel et de vivres par bateau. Si besoin est, les troupes transportaient les bateaux à dos d'homme par voie terrestre jusqu'à l'Euphrate. On a revu les Vikings faire ça, ils n'ont rien inventé. Il développe le renseignement militaire avec un vaste réseau d'espions. Il a des yeux et des oreilles dans tout l'Empire. Il modernise l'armement des soldats, et grandement. Les arcs, notamment, vont évoluer en comportant des couches successives qui leur permettent de rester précis sur 300 mètres, donc 2 fois plus que les arcs classiques. Il développe des formations d'escouades de 1000 archers spécialisés qui tirent 24 flèches en moins de 2 minutes chacun. Donc on a des pluies de flèches de 24 000 flèches. C'est imparable, évidemment. C'est le bombardement de l'époque. Il va inventer clairement l'armure à écailles composite, cuir en bronze, capable de parer une flèche. C'est du jamais vu à l'époque, c'est l'équivalent du gilet pare-balles aujourd'hui. Il va moderniser les chars, et leur faire gagner de la stabilité, de façon à ce que les archers puissent tirer même en mouvement. Les haches également vont gagner en maniabilité. Il a mis l'accent sur une discipline et les formations en bataille. Les soldats sont entraînés avec soin, il professionnalise l'armée, il emploie même un scribe, Tanouni, pour le suivre et consigner ses plus hauts faits. C'est le premier reporter de guerre en tant que tel. Sa campagne la plus célèbre reste celle de Megiddo. Donc il déploie 20 000 soldats pour contrer l'insurrection syrio-palestinienne. Il fait parcourir 25 km par jour à ses troupes dans le désert. C'est déjà un tour de force à l'époque. Il dirige en personne les batailles, monte au front, et Megiddo est en fait desservi par 3 routes, donc 2 sont dégagées et plus longues mais plus sûres, et une étroite, enclavée, plus exposée. Et donc tous ces généraux lui conseillent de prendre les routes les plus sûres, tous sans exception. Et son raisonnement, et d'ailleurs on le retrouve chez d'autres grands conquérants, et que si tous ces généraux lui conseillent la même chose, a fortiori les généraux ennemis doivent y penser et s'y préparer. Donc il a ces paroles qu'on a retrouvées: je suis l'élu du Dieu, je prendrai la route étroite, ceux qui veulent, suivez-moi. Et la réponse de son peuple, d'après le scribe: notre roi, nous vous suivrons partout
où vous nous mènerez. Donc il avait un charisme, il avait une confiance en lui, il avait réussi à susciter une dévotion. Donc là, alors que les généraux ennemis, donc comme il y pensait, se préparent et l'attendent sur les routes dégagées, la route enclavée en question est une gorge étroite. Les hommes avancent pratiquement en file indienne en transportant les chevaux, les chars à dos d'homme, et tandis que les rebelles l'attendent au mauvais endroit. Donc c'était impossible de faire ça. C'est un tout tour de génie militaire, c'est d'une audace sans nom. Et pour ce faire, justement, il a réussi. En une demi-journée de marche, il arrive à 1 kilomètre de Megiddo entre les forces ennemies sur un terrain dégagé et sans défense. Le lendemain à l'aube, il déclenche une attaque coordonnée, surprise, et on le décrit sur son char doré se mêlant au combat. La déroute est immédiate, les ennemis se replient. Toutmoses assiège la place pendant 7 mois. Son système d'approvisionnement l'a fait merveille et laissera l'ennemi exsangue, donc des milliers de morts. Et le chiffre est connu par une coutume de l'époque qui voulait que l'on coupe les mains des adversaires tombés au combat et qu'on les offre au pharaon pour tenir un compte précis. Donc ils étaient quand même assez minutieux. Il gagne une fidélité absolue de ces hommes de par sa détermination active, sa présence au combat. Il étend son vrai royaume en tant que tel de 3000 kilomètres, ce qui le met dans le très petit cercle des conquérants invaincus. Et il arrive à conserver ses royaumes, ce qui est encore plus rare, du Liban au Soudan. Il a conquis en 32 ans de règne 350 cités, et on peut parler à ce titre-là d'un champion. Il se retire invaincu au bout de 17 campagnes ayant pour but de renforcer ses positions sur toute la région, et il laisse l'Égypte au sommet de sa puissance avec l'afflux de richesses, les impôts qu'il prélève, et voilà, donc un génie militaire de cette ampleur il y a près de 35 siècles. Donc on ne peut pas mettre Napoléon comme un exemple absolu de génie militaire ou Jules César qui sont arrivés bien après. Mais ce n'est pas tout, parce que le génie militaire a fait des miracles sur place, mais a aussi fait des miracles à l'extérieur. Nioto, tu voulais nous parler de quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait. Je voulais parler d'un général donc noir, qui était même plus que général, comme on va le voir, et dans la diaspora. Donc, contrairement à une idée qui est plus ou moins répandue aujourd'hui, Barack Obama n'est pas le premier noir à être placé à la tête d'un empire, d'un État impérialiste qui aurait comme emblème l'aigle. Donc effectivement, il y a eu des empereurs romains qui étaient des noirs africains. Je sais que ça peut choquer, mais c'est une réalité. Et je vais parler d'un en particulier qui s'appelle Septime Sévère. Donc Septime Sévère, donc né Lucius Septimius Severus, donc Lucius Septimius le 7e, et Severus, je vais en reparler dans quelques instants. Donc Septime Sévère, qui est né le 11 avril 145 à Leptis Magna. Leptis Magna, c'était une ville dans la Libye actuelle. Comme vous le savez certainement, en éditeur attentif d'Afro Insolent, la Libye à l'époque de l'Empire romain était peuplée majoritairement de Noirs. Surtout qu'il est doublement d'ascendance phénicienne, c'est-à-dire qu'il avait des ancêtres qui venaient directement de Phénicie. Phénicie, vous savez, à la lecture de Cheikh Anta Diop, Nation de l'agriculture, entre autres, que les Phéniciens sont des Couchites, qu'on appelait aussi les Cananéens, et que ce sont, par la lecture même d'occidentaux, de purs occidentaux blancs qu'on ne pourrait pas accusé d'afrocentricité ou je ne sais quoi, tel que le comte Émile de Kératry. Vous saurez aussi que comte Émile de Kératry, donc Kératry, j'épelle un petit peu pour les auditeurs, K-E-R-A-T-R-Y, donc le comte Émile de Kératry, qui rapportait dans la revue moderne en 1868 que effectivement les Phéniciens étaient non seulement des Cananéens, donc d'ascendance couchite, mais ils étaient aussi descendants des Hades. Et donc vous savez que les Hades, les Hadites,
ce sont les premiers habitants de la péninsule arabique. Ce sont des Noirs, des Noirs couchites, aussi kémites que les Égyptiens, les Égypto-Nubiens. Donc non seulement il était d'ascendance phénicienne, mais il était aussi d'ascendance punique. Donc les puniques, donc ça renvoie à Carthage, qui était en réalité une colonie phénicienne. Donc quand aujourd'hui certains Tunisiens ou certains habitants de l'Afrique du Nord ou même des Européens prétendent que Hannibal Barca et les autres Carthaginois devraient ressembler à Vin Diesel plutôt qu'à Denzel Washington, c'est clairement qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Donc effectivement, c'était des populations noires. Donc Septime Sévère était bien un afrodescendant négroïde, on dira. Et donc, il était d'abord juriste. Sa fonction principale, c'était juriste. Il était très talentueux. Il a quitté Leptis Magna en 164 pour Rome. Et il est rentré comme ça dans la cour en étant un juriste. Il avait eu un cursus honorum sénatorial assez extraordinaire pour l'époque. Il avait été très remarqué malgré son accent africain qui faisait que les autres sénateurs se moquaient de lui. Mais il maîtrisait parfaitement le punique, le latin et le grec. Il devient consul, et puis après il devient légat. Donc légat, c'est un poste administratif à l'étranger dans l'Empire romain. Et il devient donc légat, puis préfet de la garde prétorienne. Donc il devient légat dans la garde prétorienne, donc il devient un commandant militaire en tant que tel. Donc au départ il est juriste, un petit peu comme Barack Obama aussi, qui était dans le droit avant d'accéder au poste. Et après ça, en 193, il apprend le meurtre de l'empereur Commode, et il décide, en fait, avec le soutien de son armée, de traverser le Danube et de revenir vers Rome, de prendre Rome, de prendre la tête de Rome lui-même, et il devient empereur. Il marche sur Rome le mois de mai de la même année. Donc, une fois qu'il a pris Rome, il se rajoute un nom plutôt. Il prend le nom de Pertinax. Pertinax, qui signifie opiniâtre, qui ne lâche pas prise, qui tient bon. C'est très important parce que, comme vous pouvez le remarquer, ça ressemble un petit peu à l'idée, même si ce n'est pas la définition, mais c'est dans l'idée qu'on a de la sévérité. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu insister sur Septime Sévère. Non seulement c'était un grand conquérant qui a assuré la pérennité de la Pax Romana à son époque, puisqu'il a pacifié, entre autres, pour le comte de Rome, c'était pas un panafricain, donc pour le comte de Rome, il a pacifié l'Asie mineure, et particulièrement la Syrie. Il a pacifié les côtes africaines sous domination romaine. Il a même été jusqu'à pacifier l'île de Bretagne, qu'on appelle aujourd'hui donc la Grande-Bretagne, jusqu'au mur d'Adrien, ou plus particulièrement la partie romaine de l'île de Bretagne, pas toute la Bretagne. Donc c'était un grand conquérant, et en plus il a établi une dynastie, donc une dynastie de Noirs africains qui aura compté en tout donc 5 empereurs, donc lui-même, Septime Sévère, puis Caracalla, puis Macrin, puis Elagabal et enfin Sévère Alexandre. Donc une dynastie. Il a étendu les territoires de manière probante pour l'Empire romain. Il a perpétué la Pax Romana, c'est-à-dire la domination et la pacification de l'Empire romain. Mais surtout, il a marqué de manière indélébile la mémoire des Romains. Car Septime Sévère, donc Septime Severus en latin, ça ne veut pas dire sévère comme on le pense aujourd'hui. Severus, quand on fait l'étymologie, c'est C, ça veut dire le, ou celui-là. Et Verus, c'est vrai.
hein, donc le vrai, le véridique. Donc c'était Septime le véridique, c'était ça son nom en tant que tel, mais vu les répressions politiques qu'il exerçait, il n'hésitait pas à exécuter sans la moindre once de pitié tous ses opposants, ou à réprimer le peuple si jamais il se rebellait contre lui. Et donc ce régime très dur qu'il a imposé à Rome à son époque, hein, donc c'était pas du tout un noir Yabon Banania comme peut être l'image de Barack Obama aujourd'hui, hein, puisque tout le monde sait que Barack Obama est un pantin et personne n'hésite à se moquer de lui, que ce soit les noirs ou même les blancs, hein, personne n'hésite à se moquer de Barack Obama. À l'époque de Septime Sévère, comme on dit, il s'en trompait. Même les Africains disent qu'il est américain maintenant, alors qu'ils sont pressés de le revendiquer au début de son élection. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde se moque de lui, en fait, Barack Obama. Plus personne n'en veut, clairement. Hein. Plus personne n'en veut, ni nous. Voilà. Tout à fait. Personne n'en veut, alors que Septime Sévère à son époque non seulement était adulé par les Romains, mais il était aussi craint, très craint, à tel point que, en voyant cet homme très dur, ce noir très dur qui dominait et qui était d'une fermeté inébranlable envers les populations blanches, hein, ils ont changé la définition de Sévérus. Hein, donc Sévérus qui voulait dire le véridique, à cause de lui, à cause de l'image que Septime Sévère leur a laissée, le mot a glissé de sens pour avoir le sens qu'on a aujourd'hui, hein, le sens de la sévérité. Le mot sévère existe à cause de Septime Sévère. C'est par l'image que ce noir a laissé dans l'imaginaire blanc que aujourd'hui on parle de sévérité pour parler de quelqu'un de dur. Hein, donc c'est à milieu de l'image que le noir donne aujourd'hui chez les impérialistes. Hein. Aujourd'hui, pour les impérialistes, le noir c'est celui qui joue, celui qui rigole, celui qui danse, celui qui est toujours qui montre toutes ses dents, le Yabon Banania. À l'époque de l'Empire romain, au IIe siècle, ce n'était pas le cas. Hein. Quand ils voyaient les négros, ils flippaient, jusqu'à un point qu'ils ont inventé un mot juste pour pouvoir exprimer ce qu'ils pensaient des Noirs de l'époque, et particulièrement l'empereur Septime Sévère. Donc c'était ça que je voulais un petit peu mettre en exergue pour les auditeurs ce soir, à travers ce personnage qui devrait, à mon avis, inspirer beaucoup plus les Noirs d'aujourd'hui. Même si on peut considérer que c'était un traître, etc., c'était pas vraiment un traître, puisqu'il est né dans l'Empire romain et qu'à son époque, il n'y avait pas un tel conflit comme aujourd'hui. On aurait un conflit mondial entre les Noirs et les Blancs. Dans son contexte à lui, il était vraiment dans un milieu intégrationniste, hein, parce que l'Empire romain, c'était l'empire intégrationniste par excellence, et qui allait jusqu'au bout de sa logique. On va pas faire une étude sur l'Empire romain, mais il n'était pas dans l'hypocrisie, hein, les Romains par rapport à leur intégrationnisme. Mais donc, voilà, je pense que les Noirs devraient s'inspirer de Septime Sévère par rapport à leur attitude, plutôt que de s'inspirer de personnages toujours souriants, et d'être un peu plus dur, d'être un petit peu plus viril, hein, pour reprendre un petit peu la doctrine d'Afro insolent.